Salut à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. On commence fort. Figurez-vous qu'Abdid avait bel et bien programmé une rencontre avec Emmanuel Macron. Oui, le président de la République française, et pas n'importe où à Johannesburg, au cœur de l'Afrique du Sud, en marge du tout premier sommet du G20 jamais organisé sur le sol sud-africain. Ce grand rendez-vous diplomatique s'est tenu les 22 et 23 novembre dernier. Tout était calé, tout était prévu, les deux dirigeants devaient se voir. C'était dans l'agenda. On ne va pas se mentir, Macron n'a pas traîné. Dès l'ouverture du sommet, il faisait déjà partie des tout premiers grands noms à fouler le tarmac de Johannesburg. Il était là en chair et en costume, prêt à serrer des mains, à poser pour les caméras et à discuter avec ses homologues, parmi lesquels le chef du gouvernement australien, le patron du Brésil, ou encore le président angolais. Du beau monde, quoi. En tout, 22 nations ont reçu leur carton d'invitation envoyé depuis Washington. Et devinez quoi, l'Algérie était dans la liste. Oui, vous avez bien entendu, elle était bel et bien conviée. Et ceux qui croyaient que la rumeur d'une rencontre entre Macron et Bacron était du vent un fantasme de journaliste en manque de scoop. Désolé de vous décevoir. Ce n'était ni un mirage médiatique, ni un délire de commentateurs trop proches de l'Élysée ou du palais présidentiel algérien. Ce rendez-vous avait bel et bien été évoqué et pas seulement entre deux cafés. Hier soir, dans un recoin presque invisible d'une interview diffusée sur France 2, une petite bombe est passée inaperçue. Boualem Sansal a glissé l'air de rien que Macron lui avait glissé lui aussi en toute simplicité qu'il comptait rencontrer Abdelmadjid à Johannesburg. Et pas seulement pour boire un café, non, mais pour aborder un sujet aussi délicat que croustillant, le possible retour de notre écrivain pas si exilé que ça, Boualem Sansal sur le sol algérien. Car oui, le voilà tout feu, tout flamme, prêt à refaire ses valises pour rentrer au pays. Lui, le personnage improbable, insaisissable, aussi imprévisible qu'un tweet à 3 heures du matin. Mais ce sera pour une autre vidéo, ce feuilleton-là mérite son propre épisode. Et tenez-vous bien, toujours sur France 2, M. Sansal himself, tranquillement installé sur le plateau, a confirmé qu'il avait bien rencontré Macron en personne, oui, face à face. Ce n'était pas une visio ni un coup de fil de courtoisie. Une vraie entrevue sans photo officielle, certes, mais validée par un communiqué de l'Élysée. Retour rapide dans le temps, c'était le 18 novembre, 5 jours avant le sommet du G20. L'Élysée annonçait alors noir sur blanc que le président français comptait bien échanger avec son homologue algérien lors de ce sommet sud-africain. Au menu, apaiser les tensions, remettre un peu d'huile dans les rouages et, bien sûr, parler migration. Rien que ça. Je vais vous passer un extrait croustillant de l'interview de Boualem Sansal parce que, franchement, ce type-là, quand il parle, c'est du brut de décoffrage. Pas de filtre, pas de langue de bois, c'est cash, c'est fluide, presque involontairement révélateur. Et justement, dans ce petit passage, presque improvisé, il lâche des détails précieux sur la rencontre ultra attendue entre Macron et Tebboune prévue à Johannesburg. Écoutez ça. Alors voilà, j'ai dit à Macron que je comptais rentrer au moins quelques jours, histoire de récupérer mes affaires. Vous savez, les basiques sans téléphone ordi. Mais bon problème, tout est entre les mains de la justice. Je suis à poil. J'ai besoin de mon matos. J'ai dit au président que... Enfin non, j'ai demandé, ou plutôt je lui ai suggéré de poser directement la question à M. Tebboune, est-ce que je peux revenir? Et là, Macron m'a sorti un truc du genre, justement, je le vois bientôt en Afrique du Sud, je lui demanderai. Voilà ambiance confidentielle en direct live. Rien que ça, c'est du lourd. Et oui, c'est confirmé, Boualem Sansal a bien été reçu à l'Élysée le 18 novembre 2025, en tout début d'après-midi. La rencontre a eu lieu dans le cadre feutré du palais présidentiel avec tout ce que ça implique de protocole et de formules bien polies. Le communiqué de la présidence française, d'ailleurs, n'a pas fait dans le lyrisme. Juste quelques lignes bien calibrées mais pleines de sous-entendus. Macron se disait profondément heureux de la libération de Sansal, saluant au passage la dignité, le courage et la force morale de cet écrivain devenu figure quasi symbolique. Et comme toujours dans ce genre de missive diplomatique, les remerciements pleuvent. Le chef de l'État français en a profité pour adresser un grand merci collectif à tous ceux et celles ayant œuvré en coulisses pour que ce moment voie le jour. Mention spéciale au président allemand dont les efforts diplomatiques
appelé ici avec élégance bons offices, aurait été décisif. Enfin, dans un geste de reconnaissance à peine voilé, Macron a salué la décision du président algérien Abdid Tebboune qui a officiellement accordé sa grâce à Sansal. En toute fin de texte, une autre pensée, celle destinée à Christophe Glaise, un autre ressortissant toujours détenu, pour qui Paris continue, officiellement du moins, à se battre. Une manière subtile de dire « un de libéré, mais l'histoire continue ». Bon, ce fameux communiqué de l'Élysée, on connaît la chanson, quelques lignes très officielles, bien propres, bien froides, calibrées au millimètre. Pas un mot plus haut que l'autre, évidemment. Mais attention, ce petit texte ne dit rien ou presque des échanges réels, ceux qui ont eu lieu en coulisses entre Macron-Sansal et son épouse Nazia. Les vraies discussions, elles ne sont pas imprimées dans les communiqués. Heureusement, Boualem-Sansal, toujours aussi cash, a balancé en pleine interview que Macron lui avait confié qu'il devait voir Tebboune le week-end prochain. Or, on était le 18 novembre. Traduction, le rendez-vous était programmé pour les 22 et 23 piles pendant le G20. Et quand un président vous dit ça en aparté, ce n'est pas pour faire joli, c'est qu'il y avait bel et bien une rencontre notée dans l'agenda au stylo, pas au crayon. Et là, je vous conseille de bien réécouter ce moment parce qu'il est plus révélateur que tous les tweets du Quai d'Orsay. Sansal, fidèle à son style un peu embrouillé mais ultra sincère, raconte « Bon, j'ai expliqué à Macron que je comptais rentrer FISA au moins pour récupérer mes affaires, sauf que voilà, téléphone et ordi sont entre les griffes de la justice. Je suis à sec coincé. Du coup, j'ai dit au président, enfin, j'ai essayé de lui dire, bref, je lui ai demandé s'il pouvait poser la question à monsieur Tebboune, genre, est-ce que je peux rentrer sans finir au trou? Et là, Macron me sort un truc genre, ah, mais parfait, je dois le voir en Afrique du Sud, je lui demanderai direct. Voilà, c'est posé. L'info, la vraie, elle était là dans ce bafouillage spontané. Vous vous souvenez du passage qu'on a entendu tout à l'heure quand Sansal balance à Macron « Est-ce que vous pouvez demander à M. Tebboune s'il me laisse revenir ?» Et la réponse cash du président « Excellente idée. Je le verrai ce week-end en Afrique du Sud à Johannesburg, je lui poserai la question directement. » Pas besoin de faire un dessin si le président de la République parle ainsi, c'est qu'un rendez-vous était déjà calé, validé, verrouillé. On ne dit pas ça pour meubler une conversation surtout à un type comme Sansal. Et puis soyons clairs, Macron ne sort pas ce genre de promesses juste pour brosser Sansal dans le sens du poil ou le faire patienter gentiment. Non, ce n'était pas du blabla de courtoisie façon « T'inquiète, je vais envoyer un petit texto ». Il n'a pas dit « Je vais essayer de l'avoir en ligne ». Il n'a pas non plus dit « Je vais charger un conseiller de le contacter ». Non, ce qu'il a dit, c'est limpide, je le vois ce week-end. Autrement dit, le face-à-face était dans les tuyaux. Une rencontre prévue noir sur blanc. Alors la question qui fâche, qui a fait capoter cette fameuse rencontre, certainement pas Paris. Macron lui était bien là en personne sur le sol sud-africain, agenda chargé mais présent au G20. Il n'a pas fui, il n'a pas annulé. Non, celui qui a décliné à la dernière minute, c'est Abdelmadjid Tebboune. C'est lui qui a choisi de rester à la maison et d'envoyer à sa place son premier ministre, un certain Sphirib. Et soyons francs, quelqu'un a-t-il vu Sphirib taper la bise à Macron? Pas sûr. En fait, j'en mettrai ma main à couper. Non seulement il n'a pas croisé le président français, mais en plus ce Sphirib n'a ni le bagage, ni l'épaisseur, ni même le carnet d'adresses pour tenir ce genre d'échange. Le type est à peine sorti de l'œuf, fraîchement nommé sans expérience, et balancé là comme un figurant. Mais surtout, parlons vrai, les relations franco-algériennes, ce n'est pas un sujet qu'on refile à un sous-traitant. C'est du haut niveau du domaine réservé, et là-dessus, seul le président est habilité à parler. Envoyer un remplaçant, c'est comme envoyer son stagiaire signer un traité de paix. Petit rappel qui fait mal, le 18 novembre, l'agence de presse officielle algérienne, l'APS, vous voyez le genre à publier un texte qu'on n'ose même pas appeler « communiqué ». Non, non, on préfère dire mise au point, façon de dire, on vous remet à votre place avec élégance. Cette sortie visait à répondre aux critiques virulentes autour du vote controversé de l'Algérie en faveur d'une résolution américaine sur la Palestine. Et que dit ce texte? Très simplement, tout ce qui touche à la politique étrangère, c'est l'affaire exclusive du président point final. Traduction Sphirib n'avait ni l'autorité ni la légitimité pour discuter avec Macron. Il n'était pas là pour ça, il ne pouvait pas l'être, et c'est là que tout s'emboîte. Tebboune, lui, n'a jamais pris l'avion.
Macron, lui, était prêt, il attendait son interlocuteur algérien à Johannesburg. Mais à la dernière minute, patatras, rencontre annulée. Et ce n'est pas de la spéculation Boualem Sansal encore, lui l'a balancé noir sur blanc en interview. Jusqu'au 18 novembre 2025, littéralement à 2 ou 3 jours du sommet du G20, le président français était convaincu qu'il allait croiser Tebboune en Afrique du Sud. Exactement comme ce qui s'était passé lors du G7 en Italie en juin 2024. L'idée reprendre langue, relancer un dialogue et peut-être même mettre sur pied une réconciliation officielle. Sauf que cette fois, le rendez-vous n'a jamais eu lieu. Alors pourquoi Tebboune n'a-t-il pas mis les pieds à Johannesburg officiellement silence radio? Mais ce n'est sûrement pas une histoire de santé. Si le problème avait été médical dès le départ, Macron n'aurait jamais été mis dans la confidence d'une rencontre à venir. On ne cale pas un face-à-face présidentiel pour ensuite l'annuler à la dernière minute avec un certificat. Or, le 18 novembre, tout était encore planifié. C'était sur son agenda noir sur blanc. Conclusion logique. L'annulation n'a rien à voir avec une toux ou une fatigue passagère. Il s'est passé autre chose, quelque chose de plus politique ou plus stratégique. Et même en admettant que Tebboune soit encore gêné par des soucis de santé, rien n'empêchait l'organisation d'un voyage diplomatique avec les ajustements nécessaires. Une escale. Ça se gère, une logistique particulière facile. Ce n'est pas comme si l'Algérie manquait d'avions ou de diplomates pour ouvrir une piste au Mozambique ou au Nigeria. Le Mali et le Niger étant hors jeu pour cause de tensions diplomatiques, il restait tout de même des options viables. Même avec un trajet long ou des conditions spéciales, un déplacement restait techniquement possible. S'il ne l'a pas fait, c'est que l'obstacle n'était pas médical. C'était politique et sans doute très embarrassant. D'après plusieurs médecins avec qui nous avons échangé après notre précédente émission, il existe bel et bien un protocole médical spécifique pour le président algérien. Son avion équipé comme un hôpital volant. Même avec un Covid long en bagage, son état de santé ne l'empêchait pas techniquement de voyager jusqu'en Afrique du Sud. Oui, il a gardé des séquelles sérieuses de son infection, c'est un fait, mais ce sont des séquelles avec lesquelles il vit, qu'il gère au quotidien. Donc non, l'excuse médicale ne tient pas debout. C'est un rideau de fumée. Une couverture. En réalité, il y avait une autre raison bien plus politique. Ce que personne ne dit à voix haute, c'est que Abdelmadjid Tebboune n'était tout simplement pas prêt, pas psychologiquement, pas politiquement, à serrer la main d'Emmanuel Macron. Pas encore. Trop tôt. Pourquoi? Parce qu'il redoute les répliques. Il craint l'opinion publique, bien sûr, mais il tremble surtout devant les réactions de son propre appareil, le système qui l'entoure. Il sait qu'une poignée de main avec Macron s'est vue comme une capitulation. Et il ne peut pas se permettre en ce moment de passer pour un dirigeant affaibli qui aligne les reculs, les compromis, les pirouettes diplomatiques. Trop de bras de fer engagés et aucun de gagné. La peur, c'est celle de perdre la face. Et en politique, perdre la face, c'est parfois pire que perdre le pouvoir. Aujourd'hui, Abdelmadjid Tebboune est piégé dans un costume de chef d'État qu'il a lui-même taillé trop grand. Il a voulu jouer au dur, multiplier les bras de fer diplomatiques. Mais au final, il en sort systématiquement perdant. Prenons le cas de l'Espagne, il a claqué la porte haussée, le ton imposé des sanctions économiques, et il a dû, la tête basse, revenir frapper à la même porte. Pourquoi? Parce que les dégâts financiers étaient énormes et que Bruxelles n'a pas laissé passer l'Union européenne, ces braquets des procédures ont été lancés, des avertissements ont fusé. Car oui, le chantage économique exercé par Alger sur Madrid violait allègrement les accords bilatéraux signés avec l'UE. Et au final, rien. Nada. L'Espagne n'a même pas fait mine de changer d'avis. Elle continue de reconnaître haut et fort la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Tebboune lui a dû ravaler sa fierté. Il ne pouvait pas se permettre de cumuler 2 conflits ouverts avec 2 des plus gros partenaires économiques de l'Algérie, la France et l'Espagne. Alors il s'est couché, et Madrid, elle n'a pas eu besoin de bouger le petit doigt, le bras de fer avec les Émirats arabes unis, un flop total. Silence radio de l'autre côté, ni riposte, ni réaction, même pas un haussement de sourcils. Les Émiratis n'ont pas daigné répondre aux attaques verbales au pic, ni aux provocations de Tebboune, comme si l'Algérie n'existait même pas dans leur radar. Un monologue diplomatique dans le vide,
Et ce n'est pas mieux du côté du Sahel. Avec le Mali et ses voisins, même scénario. Tebboune a voulu imposer sa ligne, mais c'est Bamako qui a porté plainte à la Cour internationale de justice. Eux, ils ont contre-attaqué. Résultat, les pays du Sahel ont resserré les rangs, mais autour du Mali, de la Russie et de la Chine. Pas de l'Algérie. Et puis, il y a eu la Russie. Ah là, on a senti une petite montée de fièvre. Tebboune, vexé de ne pas avoir vu son pays intégré aux BRICS, a pris ses distances. Il a boudé. Pendant 1 an. Car Moscou avait préféré faire entrer l'Égypte, les Émirats et l'Éthiopie dans le club. Alors pour faire pression, il a sorti une carte risquée, une manœuvre à travers AL24 News, cette chaîne algérienne sous contrôle direct de la présidence, qui a tenté une provocation contre Voice of America. Mauvais calcul, la Russie n'a pas bronché. Et Tebboune, comme toujours, est revenu la queue entre les jambes, espérant recoller les morceaux avec ses amis russes. En vérité, ses bras de fer avec Paris n'ont rien produit, son obsession contre Rabat non plus. Résultat des courses, 0 pointé. Tebboune, c'est un peu le roi des batailles de perdu avant même d'avoir commencé. Pas une seule victoire diplomatique face au Maroc. Pendant que lui agite le drapeau du refus, les Marocains, eux, avancent tranquillement leurs pions. Et bam! Le 31 octobre, coup de grâce, le Conseil de sécurité de l'ONU soutenu par les États-Unis acte noir sur blanc que le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara occidental est légitime. Et légal, rideau, Tebboune, aucun combat gagné, nada. Son mandat, c'est une suite de confrontations ratées de stratégies mal ficelées de paris perdus. Il me fait penser à ces durs de quartier qui fanfaronnent, provoquent un tout le monde, cherchent la bagarre. Puis se font étaler dès que ça chauffe. Il bombe le torse façon Hulk, il se prend pour un Terminator de la diplomatie, mais à la fin, il finit toujours par ramasser, par tout le monde, et sans pitié. Vous la connaissez, cette vieille expression, ce sont les barils vides qui résonnent le plus fort. Eh bien voilà, Abdidon, lui, il en a fait une doctrine, la diplomatie du bruit creux. Discours enflammés, menaces en cascade, coups de menton en série, communiqués musclés. Mais dès qu'il faut passer à l'action, plus rien, silence, 0 résultat. Le bras de fer avec Paris, par exemple, il a servi à quoi au final? Qu'a-t-on réellement obtenu? Quel otage libéré? Quelle avancée, spoiler que dalle? Et aujourd'hui, qu'apprend-on? Que monsieur veut revenir dans le jeu. On y reviendra parce que là, franchement, le timing est croustillant. Le type patauge dans les ennuis jusqu'au cou. Et maintenant, comme par magie, il veut revenir sur le devant de la scène. Dès la semaine prochaine, s'il vous plaît. Mais attention, s'il revient, il risque bien de se tirer une balle dans le pied. De piétiner les promesses qu'il avait faites à Berlin. De briser les engagements pris avec l'Allemagne. Mais bon, pas de panique, on parlera du cas Bonham S. En détail un peu plus tard. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Et concrètement, on a arraché quoi dans ce bras de fer avec Paris qu'a réellement obtenu Tebboune dans sa croisade anti-française? Rien. 0. Le départ de Bruno Retailleau. Absolument aucun rapport. Il n'est pas parti à cause d'Alger ou d'un coup de pression maghrébin. Non, il a quitté la scène parce qu'il était en conflit ouvert avec Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre. Et puis entre Macron et Retailleau, c'était la rupture depuis longtemps. Fin de l'histoire. La question est simple, est-ce que l'extrême droite française a perdu du terrain? Non. Est-ce que les cercles anti-algériens en France ont reculé? Toujours pas. En vérité, c'est l'inverse. Grâce ou plutôt à cause de la stratégie brouillonne, maladroite et contre-productive de Tebboune, ces lobbies se sont consolidés. Oui, TB leur a servi sur un plateau d'or ce dont ils rêvaient, une Algérie caricaturée facile à attaquer, à instrumentaliser. Il les a réunis, il les a renforcés. Résultat, l'algérophobie n'est plus seulement un fonds de commerce électoral. Elle est en train de devenir un vrai thème structurant du débat politique français. Les Algériens, pas tous, mais quand même un bon paquet, se sont retrouvés avec des cartes de séjour gelées, les visas bloqués, le commerce ralenti, parfois à l'arrêt. Oui, il y a eu des répercussions côté français, c'est vrai. Des pertes, il y en a eu, mais marginales. La France a vu s'évaporer entre 20 et 30% de ses parts de marché en Algérie. Et alors, pour une puissance économique comme l'Hexagone, c'est une égratignure, pas une fracture.
Ils trouveront bien d'autres débouchés. L'Algérie reste certes le deuxième marché africain après le Maroc, mais soyons honnêtes, 30% d'un petit gâteau, ça reste un petit bout de gâteau. Et nous, on a gagné quoi dans l'histoire? Tebboune lui a surtout gagné en anxiété. Tellement qu'il n'a même pas osé se rendre à Johannesburg. Peur de quoi? De croiser Macron, de lui serrer la main devant les caméras, d'afficher un sourire trop cordial. Et ce n'est pas le peuple qui l'aurait jugé le plus sévèrement. Non. Le vrai problème, c'est son propre camp, les piliers du régime, les fidèles du système. Ceux-là risquent de se demander « Mais que fait notre président ?» Pourquoi ce grand écart? Et ça, c'est bien plus dangereux qu'une perte de part de marché. Il nous a embarqués dans des confrontations, des bras de fer, des guerres symboliques, pour finalement capituler sans rien ramener à la maison. Zéro gain que des reculs. Prenons un exemple frappant. Que reste-t-il de sa fameuse posture sur la Palestine? Tebboune, qui se voulait le porte-drapeau de la cause palestinienne, a fini par appuyer une résolution américaine taillée sur mesure pour Israël. Une résolution qui vide de sa substance la résistance qui désarme politiquement et symboliquement le Hamas et qui nie aux Palestiniens le droit fondamental de se défendre contre une occupation. Et pourtant, à son arrivée au pouvoir, son discours était clair. La Palestine, c'est une ligne rouge. Anti-sioniste, anti-israélien chantre du front du refus. Ça sonnait fort, ça claquait à l'international. Mais quelques années plus tard, que fait-il? Il lève la main pour soutenir un texte qui dit oui à tout ce que Tel Aviv exige, qui blanchit Israël et piétine les revendications historiques du peuple palestinien. Tebboune est passé du micro de la résistance au silence diplomatique de l'alignement. C'est clair, comme de l'eau de roche, on est face à une concession. Et pas qu'une seule. Abdi, dans l'espace de quelques semaines à peine, a accumulé les reculs diplomatiques, comme on aligne des défaites en série. Imaginons un instant, il débarque en Afrique du Sud pour célébrer la libération de Boualem Sansal. Juste après avoir validé une résolution pro-américaine sur Gaza, balancer quelques douceurs diplomatiques qui flatteraient même Washington multiplier les gestes d'ouverture envers l'Occident, et tout ça seulement 2 jours après un coup de fil venu d'Allemagne. Difficile dans ce contexte de ne pas voir un alignement clair docile, presque servile. Alors bien sûr, la libération de Sansal était nécessaire. Personne ne dit le contraire. C'était une bonne décision. Mais politiquement parlant, il fallait au moins attendre, prendre un peu de recul, faire mine de réfléchir, laisser passer 1 semaine histoire de ne pas donner l'impression de céder à la première pression. Car l'Allemagne, on le sait, est respectée en Algérie. C'est un pays qui jouit d'une vraie image positive. Mais répondre favorablement en moins de 48 heures, ça sonne comme une obéissance automatique. Et pour une opinion publique déjà méfiante, ce genre de précipitation, c'est du pain béni pour nourrir le doute. Notre président est ce qu'il décide encore par lui-même. Alors ce grand discours souverainiste sur l'Algérie, puissance régionale, on ne reçoit d'ordre de personne l'indépendance avant tout. On en fait quoi maintenant? Parce que dans les faits, t'as reculé sur toute la ligne. B a flanché partout, sur tous les fronts. Et s'il a finalement renoncé à aller à Johannesburg pour serrer la main de Macron et signer la réconciliation sous les projecteurs, ce n'est pas à cause de la pression populaire, parce qu'on le sait, la vie du peuple algérien ne pèse pas lourd à ses yeux. Ce qui l'a freiné, c'est la peur de perdre sa garde rapprochée. Ce sont les regards méfiants de son propre camp qui l'ont tétanisé. Aujourd'hui même, le noyau dur du régime commence à se fissurer. Ceux qui hier encore le soutenaient bec et ongles, dans les services, dans l'armée, dans les rouages de l'État profond, commencent à douter. Ils murmurent, ils hésitent, ils questionnent. Et quand le doute s'installe dans ton propre camp, c'est que le château commence à pencher. Notre cher président, c'est un peu comme un ballon trop gonflé, il fait du bruit, s'agite, lève les épaules comme un boxeur à l'échauffement. Mais dès que le vrai combat approche, il se dégonfle sans même qu'on ait besoin de le frapper. Ce qui le ronge, ce n'est plus la peur de l'ennemi extérieur, non. C'est la crainte viscérale de ne plus impressionner les siens, de ne plus faire frissonner ses partisans, de ne plus inspirer confiance à ceux qui jusque-là fermaient les yeux pour lui. Et ses conseillers, eux, ont bien capté le malaise. Président, attention, même notre dernier carré, ceux qui nous restent, ceux qui nous défendent, coûte que coûte, commencent à tiquer.
Parce que quand on aligne incohérence, volte-face, contradiction, et qu'en 5 ans, la seule chose constante, c'est la débâcle, ça finit par poser question. Et pas seulement dans la rue. Dans le bunker aussi, on commence à douter de la boussole présidentielle. Et l'Algérie, dans tout ça, elle a perdu sur tous les tableaux. Avant la libération de Sansal, le discours officiel était clair. On ne cède rien, on ne donne rien, on récupère tout. Résultat, même une chaussette, ils ne l'ont pas eu en retour. Mais ils ont bel et bien donné Sansal, comme un cadeau sans contrepartie, un échange sans échange. Tout ça, ce n'est qu'un vacarme de bidon creux. Et comme le dit si bien le dicton, ce sont toujours les tonneaux vides qui résonnent le plus fort. On pourrait difficilement trouver meilleure métaphore pour illustrer la diplomatie sauce Tebboune. Chez lui, ça parle fort, ça gesticule, ça annonce, mais dans le fond, rien, du vent. Pas de fondation, pas de résultat. Parce que faire du concret, ça demande une chose qu'il n'a pas la capacité. Et maintenant, le piège se referme. Ça fait plus d'1 an qu'on le prévient. Tu t'enfonces, mec. Ce que tu crois être une manœuvre va se retourner contre toi. Et là, il y est jusqu'au cou. D'ici quelques jours, il va en comprendre le sens réel. Parce que si Bam remet les pieds au pays et qu'il repart libre comme l'air, sans une égratignure, sans représailles, alors les Algériens vont commencer à cogiter fort. Mais bon, ce sujet-là, on le garde pour une autre vidéo. Parce que franchement, je pense que personne, ni la population, ni le président lui-même, n'a encore pleinement mesuré le bazar monumental qu'a déclenché toute cette histoire autour de Bonhomme Sansal. Et le coup de massue politique qu'est en train de prendre Tebboune dans l'affaire, il ne l'a même pas encore vu venir.